passons à présent au poster du cours Enjeux mondiaux 2022. D'abord, un rappel sur ce concept des posters. Durant la deuxième partie du semestre de ce cours, vous élaborerez un poster en lien au thème de votre cours. Donc, soit alimentation, climat, communication, énergie, mobilité ou santé. Et puis, vos enseignantes et enseignants choisiront le meilleur poster de chaque cours et de chaque groupe. Donc, il y a 2 groupes par cours, A et B, ce qui nous fait un total de 12 posters sélectionnés qui sont ensuite soumis au vote des étudiantes et étudiants chargés de choisir les 3 meilleurs. Et c'est ce que vous vivrez donc ces prochains mois. Et c'est ce qu'ont vécu les étudiantes et étudiants du cours Enjeux mondiaux de 2022. J'ai donc le plaisir d'appeler sur scène une première équipe de vainqueurs. Il s'agit des membres du groupe Énergie B, à savoir Romain Corbel, Lou Deschamps, Guillaume Destrio et Roy Turc. Voilà, bienvenue sur scène. Vous allez vous installer et vous allez nous présenter votre poster gagnant, groupe Énergie B. C'est les éoliennes aéroportées. Est-ce un atout pour le système énergétique? Moi, je vous laisse nous le présenter. De nos jours, les problématiques environnementales sont multiples, en particulier les enjeux liés à l'énergie. Ceci concerne l'intégralité des systèmes énergétiques, soit l'ensemble des éléments concernant la production, la conversion, la distribution et l'utilisation de l'énergie. De plus, un système énergétique est dit durable s'il prend en compte l'avenir de la planète. Il est également basé sur un mode de production d'énergie verte et renouvelable. C'est pour ces raisons que nous nous sommes penchés sur les éoliennes aéroportées. En effet, celles-ci utilisent le vent comme source d'énergie propre et infinie, mais ce sont également de véritables atouts, car elles ont de nombreux avantages en comparaison des éoliennes classiques. Nous allons dès à présent vous les présenter. Commençons tout d'abord par le fonctionnement de ces éoliennes. Une éolienne aéroportée désigne toute machine capable d'exploiter l'énergie cinétique des vents en haute altitude afin de produire de l'électricité. De nos jours, il existe 2 types d'éoliennes aéroportées. Nous avons les éoliennes ground gen et les éoliennes fly gen. En ce qui concerne le système ground gen, nous avons une partie inférieure située au niveau du sol, reliée par l'intermédiaire d'un ou plusieurs câbles à la partie supérieure. Cette dernière peut être un drone, un planeur ou même un cerf-volant. Et le principe est d'exploiter l'énergie engendrée par la force de traction sur les câbles afin d'actionner le générateur qui est situé au niveau du sol. Quant au système FlyGen, le principe est le même, mais cette fois la conversion en électricité se fait dans la partie supérieure à l'aide de turbines. Et cette électricité est ensuite transmise à la partie inférieure à l'aide de câbles spéciaux. Donc, après s'être intéressé aux caractéristiques purement techniques de la technologie, on va se diriger vers l'aspect social. En effet, comprendre et agir face aux enjeux d'acceptabilité sociale est essentiel afin de garantir une implantation efficace de la technologie. On va donc s'intéresser aux éléments principaux qui posent problème lors de l'implantation des éoliennes conventionnelles. Ainsi, d'un point de vue de la pollution sonore et visuelle, il est très clair que les éoliennes aéroportées, qui travaillent en très haute altitude, réduisent considérablement ce problème. Concernant la sécurité, les inquiétudes peuvent être multiples, que ce soit la perturbation du trafic aérien ou des problèmes de crash et de perte de contrôle. Et pour notre groupe, il est essentiel de mettre en avant le fait que, quelle que soit la légitimité des points de vue, il faut les prendre en compte pour garantir une implantation justement efficace de la technologie. En effet, des oppositions sociales lors de l'implantation de la technologie peuvent entraîner une augmentation des coûts de production, une diminution des aides financières et, à terme, une limitation du potentiel de la technologie. Ainsi, les industriels doivent absolument s'attacher à garantir des preuves fiables de sécurité et les gouvernements une réglementation adaptée. On va ensuite se rapprocher un petit peu plus de la nature et évoquer les différents enjeux environnementaux auxquels répondent cette technologie. Donc, tout d'abord, une éolienne aéroportée étant beaucoup moins imposante qu'une éolienne conventionnelle, celle-ci nécessite beaucoup moins de matériaux dans sa construction. Pour vous donner un ordre de grandeur, une éolienne aéroportée nécessite seulement 10% des matériaux nécessaires à la construction d'une éolienne conventionnelle. Ensuite, cette diminution de la géométrie vient aussi permettre de diminuer la surface de collision avec des oiseaux et donc de limiter le nombre d'oiseaux tués par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, une éolienne conventionnelle tue entre 2 et 63 oiseaux par an, contre 2 à 12 pour une éolienne conventionnelle.
Pour finir, une éolienne aéroportée possède exactement les mêmes avantages qu'une éolienne conventionnelle en termes d'émissions de CO2 dans la production d'énergie électrique, puisqu'elle émet 36 fois moins que l'utilisation de gaz naturel. Vous l'aurez compris, les éoliennes aéroportées sont de sérieux candidats dans le développement durable des systèmes énergétiques. Elles lient acceptation sociale, protection de l'environnement, coûts de production peu élevés et autonomie en matériaux. Ce sont également de sérieux candidats et des véritables atouts fiables que les pays choisissent dans la course à l'indépendance énergétique. Toutefois, de nombreuses recherches sont encore à effectuer afin d'en faire une technologie applicable à grande échelle. Merci. Bravo. Merci beaucoup. C'était le groupe donc Énergie B. À présent, j'invite sur scène un autre groupe vainqueur. Il s'agit du groupe Santé A, composé d'Emma Gouled, Louise Monlahuc, Siane Sprungli, Nitouja Tirunavukarasu et Timur Unver. Bienvenue à vous. Le thème de votre poster gagnant, c'est les organes artificiels, fantasmes ou innovation. Vous allez nous y répondre à cette question. Dites-moi, quand vous pensez à organes artificiels, peut-être que c'est quelque chose d'assez lointain pour vous, peut-être futuriste, proche de la science-fiction, mais en réalité, on a déjà dépassé ce cap depuis un bon bout de temps. Si on regarde un petit peu là-haut, on a l'image d'un, on va dire, un orteil artificiel qui date de l'Antiquité. Et la raison pour laquelle on monte cet orteil, c'est parce qu'il répond plutôt bien à la définition d'un organe artificiel. Il est fait par l'homme, à partir de matériaux, bon, ici, un peu rudimentaires, et il remplit la fonction d'un organe. Mais alors pourquoi est-ce que là, tout de suite, on s'intéresse aux organes artificiels? Eh bien, on a un graphe juste là qui montre la quantité de dons d'organes par rapport à la demande. Et on remarque qu'elle est quand même relativement faible, alors qu'en revanche, si on s'intéresse au développement des organes artificiels, là, ça a tendance à se concrétiser. On a notamment une entreprise française du nom de Karma, qui en 2021 a vendu son premier cœur artificiel. Alors, on pourrait tout naturellement se poser la question suivante, est-ce qu'on est en train de rentrer dans une phase où les organes artificiels deviendraient une réalité, une innovation, ou est-ce qu'au contraire, tout cela ne serait qu'un simple fantasme? Avant, intéressons-nous un peu aux enjeux techniques et durables de la chose. Du point de vue technique, les machines entièrement implantables sont le défi des chercheurs sur les organes artificiels. Pour ce faire, un certain nombre d'éléments sont à perfectionner, tels que les tissus biocompatibles, l'autonomie ainsi que la miniaturisation des batteries, mais encore le bon fonctionnement des organes. En parallèle, les chercheurs doivent assurer que les dispositifs soient suffisamment durables afin de présenter des appareils de qualité. Donc, que ferait-il pour les rendre plus durables? En effet, les avancées technologiques permettent de passer d'appareils de transition à des appareils entièrement autonomes. Par exemple, on pourrait passer de la dialyse à un rein artificiel. Et cette transition est soutenue par plusieurs avancées technologiques totalement innovantes, mais mis à part les aspects techniques et durables, il faut également considérer l'aspect éthique et social. En effet, d'un point de vue éthique, plusieurs questions se posent. La définition de l'homme est-elle remise en question? Des thématiques telles que la question des limites ou encore la peur de l'homme-machine reviennent. En effet, l'utilisation de tels organes pose des risques de piratage à distance, suscitant des doutes quant à la sécurité des patients. Mais malgré le fait que les organes artificiels pourraient à long terme mettre fin au trafic d'organes ou encore éviter la xénotransplantation, donc la transplantation de provenance animale, il y a encore quelques controverses qui viennent que tant d'un point de vue éthique que d'un point de vue de sécurité. En effet, malgré le fait que les organes artificiels pourraient être une innovation, il y a quand même un risque de commercialisation, contrairement aux dons d'organes classiques. Mais malgré la favorisation de la commercialisation de ce qui est nécessaire à la survie, ils répondent quand même à une problématique urgente. En effet, nous avons par exemple voté très récemment, en Suisse, en mai 2022, sur le consentement présumé au don d'organes qui a été accepté. Ça montre l'urgence de la situation qui est déjà très inégalitaire. C'est ce que vous pouvez voir sur cette carte qui montre le taux de transplantation du cœur dans le monde, avec en plus foncé là où les valeurs sont les plus élevées. Et on voit que c'est dans les pays développés que la transplantation classique est la plus répandue.
Donc si des organes artificiels devaient être vendus, il faudrait faire attention à leur accessibilité pour éviter que ce problème-là ne s'aggrave. La commercialisation des organes artificiels aura d'une part l'avantage d'accélérer leur développement du fait de la concurrence, mais elle aura le désavantage d'impliquer des manufacturiers qui vont mettre en avant leurs intérêts économiques et financiers plutôt que l'intérêt des patients, et ça va impacter le prix et donc l'accessibilité des organes artificiels. Effectivement, comme l'a dit Louise, le coût des organes artificiels est un réel enjeu. Le cœur artificiel que vous voyez un peu en haut, au milieu, a coûté 200 000 €. Il a été vendu en 2021. C'est un prix qui n'est pas accessible, mais il représente bien l'enjeu qu'a représenté sa production. Sa production a duré 13 ans et elle a coûté 110 millions d'euros. Et en plus du côté économique, elle a aussi demandé une coalition entre plusieurs pays, tels que le Kazakhstan, la République tchèque et le Danemark, afin de maximiser les chances de réussite. Donc, comme vous avez pu l'entendre, la recherche autour des organes artificiels pose des problèmes qui sont économiques, durables, techniques, sans oublier les enjeux sociaux et éthiques. Mais malgré tout ça, les recherches qui avancent et la commercialisation du cœur artificiel nous laissent penser qu'il s'agit ici d'une innovation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci à Paul, le beau gosse, qui nous a permis d'être là. Bravo. Merci beaucoup au groupe Santé A et bravo à vous pour votre travail, mais aussi pour la présentation. Il faut quand même se rendre compte que vous êtes très très nombreux et elles sont là face à vous à devoir parler, donc c'est pas rien. Voilà, bravo à elles et à eux. À propos de communication, tenez, à présent, le troisième et ultime poster gagnant présenté ce soir, c'est celui du groupe Communication B que j'accueille sur scène. Apolline Fabre, Lila Mefla, Annick Mels, André Perry et Louis Shannon. Bienvenue à vous. Le thème de votre poster communication, c'est la propagande 2.0, votre ennemi. Éléphant. Et voilà, je viens de vous forcer à penser à un éléphant. La propagande, c'est tout pareil, imposer son opinion aux autres. Mais ce procédé de conditionner la pensée publique n'est pas nouveau, bien au contraire, depuis l'Antiquité même. Mais comment ce phénomène apparaît-il au milieu de notre société actuelle, avec toute cette technologie? Entre psychologie, histoire et marketing, médias et politique, découvrons ensemble les vicieux secrets de la propagande. Les élites vous manipulent pour leurs intérêts. Décortiquons ensemble la phrase précédente. En ajoutant des guillemets sur le terme élite, j'insinue un doute dans votre cerveau qui, insatiable de cohérence, va le remplacer avec des termes plus communs comme politicien ou riche à choix. Ils vous manipulent. Personne n'aime mettre le dindon de la farce. Vous, individuellement, ne vous êtes pas senti visé par cette masse de gens lambda que je pointais. Leurs intérêts, quels sont-ils? Mais dans le doute, vous avez conformé votre avis à quelque chose de négatif alors que rien ne le laisse réellement supposer. Rassemblez les 180 biais cognitifs répertoriés et vous obtenez une masse de zombies prêts à vous obéir, avec en bonus le fait qu'ils sont convaincus d'avoir le libre arbitre. La propagande existe depuis presque toujours. D'abord, surtout pour glorifier un règne ou une personne, avec par exemple Augustus César ou plus tard Napoléon. Mais on dit que c'est à partir de la Première Guerre mondiale que celle-ci prend vraiment toute son ampleur et sa connotation négative. Aujourd'hui, la propagande est moins flagrante, mais elle est énormément présente, notamment à travers le marketing. La propagande marketing est utilisée principalement pour conditionner quelqu'un à acheter un produit. Elle va créer un manque pour ensuite essayer de le combler. Et pour cela, elle se base essentiellement sur les émotions. La propagande marketing, contrairement aux autres types de propagande, elle requiert obligatoirement l'identité du créateur afin de pouvoir fonctionner. Comme j'ai dit, elle se base donc sur les émotions. Et ces émotions, elles vont être tirées d'impulsions qui sont déjà présentes chez les personnes. Au lieu de créer une nouvelle pensée dans le public, elles vont plutôt modifier légèrement une pensée qui est déjà en place. Ça facilite extrêmement leur fonctionnement. Avec la multiplication et la prolifération des nouveaux moyens de communication, la propagande marketing a de plus en plus d'impact
et en impactant plus de gens, son effet dure également plus longtemps. Cependant, cette même multitude de réseaux et de moyens de communication a aussi tendance à réduire certains de ses effets. Il est facile d'imaginer que la propagande politique a complètement disparu. En effet, lorsque nous nous baladons en ville, il est quand même très peu probable de tomber sur une affiche de propagande telle que l'on peut l'imaginer. Cependant, David Colomb et bien d'autres affirment que nous vivons dans une ère de propagande totale. Alors oui, la propagande politique n'a pas du tout disparu, elle a juste évolué. La propagande 2.0 repose sur deux principes. Tout d'abord, l'émergence des sciences appliquées, comme la psychologie sociale, et d'autre part, l'exploitation du numérique. Alors, la psychologie sociale, c'est une matière scientifique qui s'intéresse essentiellement à l'influence de l'environnement sur nos attitudes et nos choix. Par ce biais-là, les politiques bénéficient davantage d'outils pour nous faire adhérer à leurs idées. De plus, par l'exploitation du numérique, ils ont une sorte de facilité pour orienter nos choix, notamment avec le phénomène de data smog. Et de plus, par l'instantanéité qu'offre Internet, ils peuvent réagir beaucoup plus facilement et beaucoup plus de manière plus adaptée aux événements. Nous nous retrouvons ainsi dans l'ère de la communication actuelle. Un réseau gigantesque d'outils connectés, des interactions superficielles et éphémères en ligne, ainsi qu'un accès facile et gratuit à nos moteurs de recherche qui nous submergent d'informations. Donc la propagande va s'immiscer très facilement dans nos écrans et la désinformation, elle va être d'autant plus renforcée par des algorithmes. Parmi ces algorithmes, on retrouve les chambres d'écho et les bulles de filtre. Ceux-ci vont amplifier tous les messages conformes à notre profil, un profil qui a été établi sur notre démographie ou notre personnalité, et ils vont isoler toutes les croyances opposées à nos opinions. Donc on n'entend que la moitié de ce qu'on devrait entendre. Il y a aussi une émergence de bots politiques qui vont simuler un comportement ou un soutien grâce à des réponses automatisées. Et c'est beaucoup un outil utilisé dans le political astroturfing. C'est une fausse sensation d'un comportement pour un mouvement politique engendré par ces bots. En conclusion, si on fait un lien entre toutes ces parties, on voit que l'essence de la propagande serait une envie de convaincre, quelle que soit la véracité du message. Ce qui crée aujourd'hui un climat de méfiance vis-à-vis de chaque information qu'on nous donne. Mais est-ce qu'on peut vraiment simplement blâmer un État ou une entreprise qui chercherait à nous manipuler? Est-ce qu'on n'a pas aussi une part de responsabilité? Si on prend par exemple le sujet de l'écologie, on a tous envie de croire qu'en achetant un produit 100% à origine naturelle, on sauve la planète, tout en sachant pertinemment que cette information n'est probablement qu'un simple coup de pub. En cela, on peut se demander si l'humain ne se laisse pas manipuler afin de rester dans sa zone de confort en se dédonnant de toute responsabilité. Bravo à vous, membres du groupe Communication B. Merci. À présent, j'invite le professeur Bella Capossi, donc responsable du programme SHS, à me rejoindre sur l'estrade pour la remise de prix des posters aux lauréates et lauréats des 12 groupes qui sont eux aussi évidemment invités sur scène. Venez, il y a des chocolats. What else? Tu y vas? Voilà, alors, on invite, oui, on invite voilà, les lauréats. Tous les lauréats, les 12 groupes ensemble. Dans l'ordre, pardon. OK. Ah, OK. Alimentation A, alimentation B. Alors, on commence avec alimentation A. Félicitations. Ensuite, alimentation B. Climat A. Climat B. Communication A.
et communication B. Énergie A. Et énergie B. Mobilité A. Oui, il faut se serrer encore. Mobilité B. Santé A. Et finalement, santé B. Alors, toutes mes félicitations à ces lauréats ici. Et comme vous savez, les prochains lauréats se trouvent parmi vous. Alors, dans une année, il y aura entre 12 et 15 qui vont aussi présenter leurs posters. Et des 12 premiers groupes, alors vous serez ici sur scène pour recevoir un chocolat et un prix, évidemment. Alors, je vous félicite tous très chaleureusement.